Eve-Marie, j'ai repris mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le PLF. Vous avez suivi toutes les discussions qu'il y a eu sur le sujet. Le sujet, il n'est pas encore terminé, loin de là. Par contre, on va prendre un petit peu de recul avec vous. L'idée, c'est pas forcément de revenir sur tout ce qui est passé, pas passé, voté, pas voté. Plutôt de prendre du recul sur les grandes orientations, les grandes idées qu'on a pu entendre jusque-là. Déjà, est-ce que globalement, vous partagez l'inquiétude générale que l'on ressent sur le PLF 2025 ou pas forcément? Il faut un petit peu relativiser. Alors, je pense qu'il peut y avoir effectivement des inquiétudes et les investisseurs détestent les incertitudes, mais on va relativiser. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de riches en fait dedans. Donc, on va voir peut-être un peu certains points et rappelons effectivement qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a rien qui est acté réellement. Et que ça risque de se finir certainement en 49.3 au global, donc Alors je précise prenons effectivement beaucoup de prudence. un petit point d'étape, on tourne cette émission donc le 28 octobre à l'heure où on se parle, nous sommes donc encore en plein psychodrame du PLF 2025. Le dernier épisode, ce sont les discussions à l'Assemblée nationale sur le volet recettes du texte qui se sont terminées mais sans que les députés aient pu aller au bout ni des amendements ni du texte en lui-même. Les discussions vont donc reprendre le 5 novembre et à l'heure où on se parle là le 28 octobre, les parlementaires commencent l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Rien n'est joué donc, mais comme je vous le disais, on va temporiser un petit peu. Moi, je vous propose, on commence par le positif, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a selon vous de positif dans tout ce que vous avez pu entendre? Alors, on parle de positif pour qui? Pour nos clients, pour moi? Peut-être un peu des deux. Alors, on peut commencer par vous si vous voulez. Qu'est-ce qui vous semble positif non, les déjà? petites choses qui m'a fait un peu sourire, ça serait la non-imposition des pensions alimentaires, donc non-défiscalisation. Ça pourrait être quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour nos clients puisque normalement, on gère plutôt les clients qui attribuent la pension alimentaire, mais évidemment pas que. Moi, je pense que sur le fond, c'est une bonne nouvelle, surtout au niveau civil. Plutôt que fiscal, c'est qu'au moins on enlève les débats en termes juridiques aussi, pour le juge de combien on doit donner, pas donner en fonction des impôts. Et on parle juste des dépenses par rapport aux enfants. Et moi, je trouve que du coup, d'un point de vue civil, c'est une très bonne chose. Ça rééquilibre le rapport et puis ça assainit un petit peu les discussions pendant les séparations. Certainement. Donc voilà, je suis plutôt civiliste que fiscaliste. Et donc, j'aime bien rappeler ça aussi. Voilà. Donc ça, c'était la nouvelle qui m'a fait sourire. Je n'expliquerai pas pourquoi. Et vous avez le droit d'avoir vos raisons. Comme deuxième point, vous avez vu quoi comme autre point positif? Alors, les points positifs, il y avait aussi peut-être le relèvement de l'abattement du microfoncier. On parle beaucoup d'immobilier en ce moment, notamment pour le meublé. Mais en tout cas, sur le microfoncier, il y aurait un relèvement de l'abattement passant de 30 à 50%. Exactement. Et aussi une petite surprise qu'il y aurait, et là je mets encore plus de guillemets, puisque pour les droits de donation, on rehausserait à 120 000 euros l'abattement qui était jusqu'ici 200 000 tous les 15 ans. À mon avis, ça ne passera pas à la fin, mais en tout cas pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est passé. C'est passé. Il y avait un autre sujet aussi, c'est la flat tax qui avait été à un moment disputée. Là, ça y est, il y a eu un statu quo finalement dessus, ça n'a pas augmenté. Statu quo flat tax, effectivement, pour l'instant, ça devait être augmenté à passer à certainement 33. C'est ça. Pour l'instant, statu quo. Ça a l'air de passer. Et ça aurait été assez fort et symbolique en même temps. Symbolique parce que c'était quand même le totem du président Macron, et en même temps très fort pour les investisseurs qui ont fini par s'habituer très vite à ces 30% là. C'était quand même un avantage intéressant pour eux. Eve-Marie, on passe maintenant aux dispositions un peu plus inquiétantes pour vos clients. Surtout, on commence par la CDRH, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Est-ce que ça, c'est un sujet qui inquiète vos clients ? Alors, encore une fois, je pense qu'on parle là de problèmes qui ne concernent pas tout le monde, qui concernent une frange infime en règle générale des Français. Bien sûr, ça peut inquiéter, c'est surtout toutes les discussions qui sont autour. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Que juste ça passe d'exceptionnel à non exceptionnel. Ça, on s'y attendait un peu comme la CSG à l'époque. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude là-dessus oui, c'est dans ça, le fond. Pour l'instant, il y a encore une imprécision sur la CDRH et à savoir si oui ou non elle va se cumuler aux autres taxes, aux autres contributions que payent déjà les hauts revenus. On rappelle que la CDRH, elle instaure un taux plancher de 20% pour les revenus de plus de 250 000 euros pour les célibataires et 500 000 euros pour les couples sans enfants. Le gouvernement voulait cette contribution temporaire pour 3 ans. Et puis finalement, les députés l'ont allongée et surtout pérennisée. Cette contribution, pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails, mais pour vous, elle vous semble quand même difficilement évitable pour les ménages qui y sont sujets.
Je pense que malheureusement, il va falloir trouver des sous un petit peu partout. Le déficit est énorme, abyssal. Donc je pense qu'à un moment donné, chacun va devoir contribuer pour… À la hauteur de ses moyens. À la hauteur de ses moyens, Ouais. sans non plus que ça soit confiscatoire, parce qu'il Ouais. faut quand même une certaine justice aussi fiscale. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse tous un effort. Aujourd'hui, on parle notamment on parle de beaucoup de sujets aussi sur la sécurité sociale. Il va falloir aussi suivre ces débats qui vont nous intéresser à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout un volet immobilier. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, pour le PLF, c'est vachement penché sur l'immobilier. Il y a plusieurs mesures qui ont été adoptées. On ne sait pas encore ce qui va être conservé. Mais en revanche, il y a plusieurs idées qui sont passées. Alors, par exemple, si on prend pour la résidence principale, l'exonération sur la plus-value immobilière d'une résidence principale pour une détention de 5 ans minimale et non plus 6 mois. Ça, c'est pour éviter les culbutes spéculatives, plutôt positives, plutôt négatives selon vous? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. 5 ans, on passe quand même d'un extrême peut-être à l'autre. De 6 mois à 5 ans, je trouve que ça peut être beaucoup et qu'il va falloir regarder, en tout cas, les cas particuliers. Il y en a déjà qui ont été posés. Je pense à des mutations notamment réelles, mais il va falloir faire attention à… Effectivement, maintenant, il y a eu beaucoup de spéculation dans certaines villes. Et je pense que c'est pour combattre ça et pour avoir des meilleurs moyens pour se loger. Donc, dans le fond, ce n'est pas si mal. Le contexte général sur l'immobilier est en train de se durcir. Si on prend par exemple le LMNP, la réintégration des amortissements lors des plus-values immobilières. Alors ça fait hurler pas mal de professions. Oui. On ne sait pas encore une fois si ça va vraiment passer, mais sur ce sujet, ça commence à devenir compliqué de faire de l'investissement locatif pour les investisseurs. Alors effectivement, de toute façon, je pense que ça a toujours été un sujet malgré tout compliqué, l'immobilier, qu'on banalise assez facilement. Moi, ça ne va pas me changer beaucoup parce que j'ai très forte conviction sur les SCPI et notamment sur l'immobilier professionnel. Donc aujourd'hui, pour nous, en termes pour notre cabinet même des patrimoines, c'est un non-sujet sur la fin effectivement aussi de la loi Pinel. Oui, parce que vous êtes plus… Pour l'immobilier, vous êtes plus fonds immobilier que immobilier en physique. Vous n'aimez pas forcément le Pinel ou tous les dispositifs qui existent. Alors pourquoi, justement? Alors historiquement, déjà, je suis fille d'agent immobilier. Ça explique déjà pas mal de choses, c'est ça? Ça explique beaucoup de choses. Et notamment le fait qu'à la base, j'adore l'immobilier, mais je me rends compte aussi des contraintes liées à la construction d'un patrimoine exclusivement immobilier, notamment en direct. Les contraintes de gestion, les contraintes de vacances locatives, les contraintes de loyers impayés. Et aujourd'hui, c'est vrai que je veux de la sérénité pour mes clients. Et comme je dis toujours, moi, mon benchmark, c'est mon sommeil. J'ai beaucoup besoin de dormir. Et si mes clients dorment, normalement, ils me laissent dormir. Est-ce que vous dormez bien souvent du coup? Eh bien, écoutez, je dors pas mal.